nous allons aborder un point particulièrement d'actualité et je dirais même d'avenir, puisqu'il s'agit des épidémies en général. Depuis la Covid-19, se pose la question non seulement de comment on imagine les différentes épidémies, comment on est capable de les endiguer, et aujourd'hui nous sommes là pour voir comment les prévenir. Et pour les prévenir, il est important de revenir sur des éléments qui ont été faits, et c'est ce que nous avons fait récemment dans un livre aux éditions d'Alioz, justement sur Covid-19. Mais aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était important, de manière à limiter un peu les frayeurs par rapport aux épidémies, peut-être d'aborder une épidémie qui a été contrôlée depuis, avec grande intelligence, et surtout où les vétérinaires et les médecins ont été amenés, en fait, à partager leurs connaissances, déjà, premièrement, et à mieux comprendre en définitive. Et on se rend compte que pour l'avenir, c'est un modèle, en quelque sorte, c'est un modèle sur lequel nous allons discuter, si vous voulez bien, pendant 2 heures, avec 2 personnes particulièrement compétente sur le sujet, puisqu'il s'agit du professeur Nadia Haddad, qui est celle qui, en urgence, on en parlait il y a 5 minutes, a été amenée devant un certain nombre d'éléments sociaux à rebâtir en définitive ce qu'était en définitive la maladie du singe, la variole du singe. Et le deuxième intervenant, alors j'ai oublié de dire qu'elle était de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui est un lieu avec lequel nous travaillons particulièrement et sont avec d'ailleurs des membres du conseil d'administration qui font partie justement de l'expérience que nous faisons avec les étudiants d'un rapprochement dans le cadre de One Health, à la fois ce qui est en dehors de la santé humaine et bien sûr la santé animale, et là on voit avec les zoonoses, mais on voit là au-delà avec un autre exemple en quelque sorte, et avec l'environnement, et je peux vous dire que dès maintenant, qu'à l'année prochaine, l'environnement également sera particulièrement développé. Nous l'avons déjà fait, mais là, le professeur Annie Bartoli s'engage d'autant plus. Donc, tout ceci pour dire que nous sommes dans le thème. Et le deuxième personnage que nous avons fait venir est le docteur David Zuckman, qui est lui responsable du réseau Ville-Hôpital Val-de-Seine à l'hôpital Foch, et qui est un médecin qui a une grande ouverture, je dirais, sur la santé publique, et qui s'est retrouvé, il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, bien sûr, à suivre un certain nombre de populations qui ont été fragilisées, justement, par cette émergence de cette nouvelle épidémie et qui a été amené à poser des questions de termes santé publique, y compris au cadre de santé publique, de manière à peut-être les faire réagir, et ceci a pu certainement contribuer à la maîtrise, en quelque sorte, de l'épidémie. Donc je tiens à vous remercier tous les deux d'avoir accepté. Vous êtes vraiment les pionniers avec une vision clinique et une vision, je dirais, fondamentale, qui nous permettent, si vous voulez bien, d'aborder ce modèle qui restera, et je suis persuadé que beaucoup de nos collègues, et bien sûr des étudiants par définition, vont s'inspirer de tout cela pour l'avenir. Donc, comme
il a été dit, comme Nadia Haddad l'a dit, vous avez fusionné tous les deux, ce qui est très bien pour One Health, bravo, One Health, One Life. Donc nous allons écouter votre, si vous le voulez bien, votre diaporama que vous avez fait ensemble, et on essaiera peut-être d'interagir ensuite, déjà entre vous, puis ensuite avec nous-mêmes. Vous avez la parole. Alors c'est Nadia qui commence. Oui, on est quand même extraordinairement dans l'élégance. Quand même, ça existe encore l'élégance. C'est clair. Surtout en un lieu tel que celui-là. Merci beaucoup pour votre invitation. Je parle en mon nom et au nom de David. Et donc, nous sommes vraiment très très heureux de faire cette présentation. Alors, certes, il s'agit d'un exemple d'épidémie contrôlée, au moins dans l'immédiat. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons quand même mis un petit point d'interrogation à la fin du titre, parce que si effectivement il y a eu, grâce à des personnes comme David, une maîtrise de cette épidémie, ça interroge, il y a des nouvelles questions qui se posent et que nous aborderons. Alors je vais commencer par présenter ce qu'on appelle aujourd'hui le Mpox, puisque il a changé de nom, et d'ailleurs on reviendra sur cette notion de monkeypox qui déjà en elle-même posait question. Donc le Mpox, c'est la première émergence épidémique extra-africaine, avec une transmission qui est caractérisée par le fait qu'elle soit exclusivement interhumaine a priori, notamment par contact intime, et ce qui tranche avec la représentation traditionnelle du monkeypox, pour lequel d'ailleurs, qui fait que c'est la raison pour laquelle vous m'avez fait venir, puisqu'il s'agissait à la base d'une maladie zoonotique et d'une maladie africaine. Expliquez bien ce que c'est qu'une zoonose. Alors une maladie, une zoonose, c'est une maladie qui est naturellement transmissible des animaux vertébrés vers les êtres humains, et potentiellement vice-versa. Et d'ailleurs, c'est un aspect que j'évoquerai aussi. Toutes les maladies qui, à la base, ont un réservoir animal et qui peuvent être transmissibles aux humains sont donc des zoonoses, avec une possibilité de rétrotransmission des humains vers les animaux, sachant que dans l'histoire, il y a eu des maladies qui, initialement, étaient des maladies humaines et qui, au décours de la domestication, sont devenues des maladies animales, notamment la tuberculose. Là, on est typiquement dans du One Health, c'est au cœur du One Health à la base, et donc on est face notamment à deux situations qui sont a priori très différentes. D'abord la situation africaine qui correspond au berceau traditionnel avec des réservoirs animaux sur lesquels je reviendrai, et une transmission interhumaine qui est limitée, qui était possible mais limitée à la base, le réservoir assurant la persistance pérenne du virus, des virus, il faudra dire en réalité. En revanche, donc là, on a abouti à une situation nouvelle qui a émergé à partir de mai 2022, au moins au départ, avec une situation d'épidémie puis de pandémie, et qui, quant à elle, je le répète, et on va le répéter plusieurs fois, était caractérisée, elle est toujours, par une transmission interhumaine stricte, et qui se situe bien sûr hors d'Afrique. Alors juste un petit rappel sur la carte d'identité du virus monkeypox, qu'on appelle en fait officiellement au sein de l'ICTV, c'est-à-dire le Comité international de taxonomie des virus, le MPV maintenant, et non plus le MPXV. C'est un virus qui appartient à la famille des poxviridae, au genre orthopoxvirus, qui héberge un certain nombre de virus zoonotiques. Donc c'est un gros virus à ADN bicaténaire qui est très résistant dans le milieu extérieur, et ça c'est très important par rapport à la notion de transmission environnementale. C'est un virus qui a un tropisme cutané, et ça c'est valable pour tous les virus pathogènes de la famille, qui soient pathogènes pour les humains et ou pour les animaux, puisqu'on a beaucoup d'orthopox qui sont en fait pathogènes pour les animaux et sans être forcément pathogènes pour les humains. Et on trouve toujours des lésions cutanées. Et traditionnellement, ce n'était pas des lésions génitales. Ça, c'est David qui m'a demandé de le préciser. C'est un signe d'appel. Voilà. C'est venu.
Exactement. Alors, exactement. Alors la transmission peut être directe par contact avec la peau lésée ou les muqueuses lésées du malade, et elle peut être aussi indirecte à travers les croûtes et les sécrétions qui sont libérées dans l'environnement et qui peuvent ensuite contaminer les individus indemnes. Pas par la voie de l'air, par rapport à tout cela. Alors, disons que c'est essentiellement par contamination, par contact. Néanmoins, la contamination aérienne a été abordée, mais ça, c'est discuté. Ça fait partie des grandes questions. Non, mais si c'est le cas, elle est extrêmement minoritaire et uniquement parce qu'on soulèvera des particules. Donc, comme ces particules sont lourdes, il n'y aura pas de transmission par aérosol, par exemple. Voilà. Donc là, pour ma part, je vais commencer à présenter la localisation géographique traditionnelle du ou des monkeypox et pour en venir à l'origine en fait, parce que l'origine elle éclaire toujours le présent, voire l'avenir. Et donc tout commence dans les zones de forêt primaire d'Afrique et il y a en fait deux zones. La première c'est le bassin du Congo et d'ailleurs ça a donné son nom ancien à l'un des clades qu'on appelle maintenant clade 1 et qu'on appelait auparavant, jusqu'à 2022, on l'appelait clade CB pour Congo Basin. Voilà, enfin bassin du Congo, quoi. Et donc là, c'est un premier clade, et puis il y en a un deuxième qui est totalement différent du premier et qui s'appelle aujourd'hui clade 2 et qui originellement était appelé clade WA pour West Africa. Et en particulier, vous voyez que j'ai centré sur le Nigeria parce que le Nigeria va jouer un rôle absolument majeur, y compris dans l'épidémie humaine. Alors la question qui s'est posée au départ, c'était quels étaient les réservoirs animaux, surtout qu'on pensait, à la base, il y avait forcément une source animale pour le cas index humain. Et donc là, c'est un gros mystère, même si aujourd'hui on y voit beaucoup plus clair et on est à peu près sûr que les sciuridés, auxquels appartiennent tous les écureuils, y compris les écureuils européens, appartiennent. Et vous voyez que j'ai mentionné en rose les situations de transmission expérimentale réussie qui ont montré qu'il y avait soit une réceptivité, soit le plus souvent une forte sensibilité. Et en bleu, les animaux de la faune sauvage qui ont des contacts fréquents possibles avec les humains. Parce que à partir du moment où on parle de transmission zoonotique, il faut bien sûr qu'il y ait ce lien. Sinon, ça ne sert à rien. On peut être hôte de persistance, mais pas réservoir. Il y a cette notion-là, je ne sais pas si cette différence, elle est très perceptible, mais un hôte de persistance, c'est un hôte qui permet la persistance pérenne de l'agent pathogène dans la nature, sans forcément que cet hôte joue un rôle dans la transmission zoonotique ou vers les hôtes de liaison qui pourraient ensuite assurer la transmission aux humains. Et là, on a des espèces qui cochent toutes les cases, c'est les sciuridés, puisque à la fois, quand on les a testés expérimentalement, ils étaient capables de multiplier énormément le virus, et puis par ailleurs, ils sont souvent en contact avec les humains, notamment parce qu'ils servent entre guillemets, ce qu'on appelle la fiente de brousse, quoi. Ils se servent de nourriture potentielle aux humains. Alors, en 1985, on avait montré qu'au moins 12% des cas de transmission zoonotique leur était imputable selon des données épidémiologiques qui semblaient relativement fiables. 12%, c'est très prudent, mais c'est déjà un élément tangible. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres... C'est 12% de quoi? Alors, 12% des cas humains, non, des cas humains de monkeypox humains qui étaient imputables de façon a priori avérée à un contact avec des sciuridés sauvages africains. Et donc, vous voyez qu'à côté de ça, il y a d'autres petits mammifères qui sont des réservoirs et des hôtes de liaison possibles. Alors, je suis désolée pour tous ces termes, mais un hôte de liaison, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce, ce sont des animaux qui ne jouent aucun rôle dans la persistance pérenne du virus, ils n'en sont pas capables, mais en revanche, ils peuvent être infectés de par leur contact avec des réservoirs et servir de relais de transmission vers des humains
parce qu'ils ont des contacts assez fréquents avec eux, et plus fréquents que, par exemple, les sciuridés, même si j'ai parlé de contacts qui étaient loin d'être négligeables. Et en particulier, il y a une espèce que vous voyez là, qui est le Chrysétome des savanes, qui est beaucoup plus connu comme rat de Gambie, et dont je vais reparler parce qu'il a joué un rôle majeur dans l'émergence du premier foyer humain non africain de monkeypox. Il ne faut surtout pas que vous soyez inquiet en amenant des concepts nouveaux. Parce que justement, l'intérêt de travailler ensemble, c'est la compréhension, c'est-à-dire comment vous fonctionnez vous-même en tant que vétérinaire, et par rapport aux étudiants, c'est majeur, parce que plutôt que d'apprendre une chose bête comme cela, au contraire, c'est voir la raison pour laquelle le sens, en quelque sorte, et là on rentre tout à fait dans l'interdisciplinaire, c'est-à-dire on peut avoir une discussion où chacun sait très bien ce qu'il sous-entend par le concept qu'il emploie. Donc ne vous inquiétez pas, au contraire, continuez, parce qu'en plus, là, vous les explicitez très bien, et c'est ce que j'attendais. Je vous remercie. Et donc, entre autres, vous voyez que là, vous avez un Chrysétome des savanes, donc un rat de Gambie qui est sur l'épaule d'une personne, parce que ces rats, ces pseudo-rats, parce qu'ils n'ont rien de rats, ce sont des animaux qui jouent des rôles énormes, notamment ils sont élevés pour leur nourriture, mais ils sont également élevés comme animaux de compagnie et potentiellement aussi pour comme j'ai le terme m'échappe, mais quand il y a pour détecter les bombes ou voilà, en gros comment on appelle ça, j'ai oublié. Non, mais qui sont capables de sentir, de sentir qu'il y a qu'on a mis des éléments, vous savez là les bombes ou je sais pas quoi là, et donc, bref, ils jouent un rôle énorme, et donc ce sont des compagnons humains, même s'ils sont capables de vivre en forêt et donc d'être en contact avec des sciuridés. Alors, d'où le danger, la menace qu'ils peuvent représenter à partir du moment où ils peuvent effectivement être contaminés par des virus et qui le peuvent retransmettre aux humains. Et puis donc, on arrive à une troisième catégorie d'hôtes animaux, et qui sont des animaux qu'on peut qualifier d'hôtes accidentels ou d'espèces cibles, c'est-à-dire qu'au même titre que les humains, ils peuvent être infectés et très malades, mais en réalité, ils ne jouent aucun rôle dans le cycle épidémiologique. Et c'est là où on peut classer les primates non humains, c'est-à-dire des singes, et vous voyez que finalement, le terme de monkeypox, il peut sembler tout à fait inadapté. Bien sûr. Parce que les singes ne jouent aucun rôle réel dans la transmission et dans le cycle épidémiologique, d'autant qu'on n'a jamais eu de cas où des singes ont véritablement transmis le virus aux humains. Pour bien comprendre, les autres petits mammifères représentent 88% dans ce cas-là. Je n'irai pas jusque-là, je dirais qu'il y a une grosse part de mystère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas pour lesquels on ignore totalement comment les humains se sont contaminés, mais il y a un cas index, mais il n'y a pas d'historique avéré qui permette d'affirmer quelle a été leur source de contamination. Donc en fait, les 12%, c'est ce qu'on sait finalement, c'est la part émergée de l'iceberg. Alors justement, pourquoi venir aux singes, en fait, pour avoir qualifié de singes. Donc là, il faut remonter à la genèse de l'historique connu du monkeypox. C'est 1958. Et en fait, le premier cas de monkeypox, ce sont des singes. Et là, cette historique, en fait, il y a, comme je le mentionne ici, il y a deux incongruités par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du monkeypox. C'est que d'une part, ces cas d'atteinte clinique de singes sont survenus hors d'Afrique et plus précisément au Danemark, et d'autre part parce qu'il s'agissait de singes asiatiques et pas du tout de singes africains. C'était des macaques qui étaient en fait utilisés pour des expérimentations animales. Donc ça explique cela. Et très probablement, comme ils étaient importés de Singapour, ils avaient croisé des singes africains
dans des commerces parallèles, évidemment inavouables, hein, parce que, enfin, si ce n'est qu'à l'époque, le trafic des animaux sauvages était beaucoup moins contrôlé qu'aujourd'hui, même s'il le reste imparfaitement. Mais tout ceci peut expliquer que des macaques aient pu être entrés en contact avec des animaux sauvages, qui étaient dans des centres d'achat et d'échange d'animaux, probablement à Singapour, mais pourquoi pas ailleurs. Et ils avaient été ensuite vendus au Danemark à des fins expérimentales. Et c'est là où on a eu un épisode de monkeypox qui a atteint un certain nombre d'animaux, donc de l'eau, et en fait ils sont morts parce qu'ils étaient extrêmement Et les lésions sont totalement typiques du oui, ce sont des cas de monkeypox. Hein. Je ne sais pas, David est mieux placé que moi pour comparer avec les lésions humaines. Moi, j'ai vu que l'épidémie européenne, qui est très différente de l'épidémie des singes de laboratoire de 1958. Oui, donc je pourrais pas dire que ça ressemblait. mais là, si mes souvenirs sont bons, c'était une souche de clade 1, c'est-à-dire beaucoup plus virulente que la souche de clade 2. Alors ensuite, on a eu différents cas signalés dans différents laboratoires du monde parce qu'on continuait à utiliser des animaux et c'était toujours en général des macaques. Hein. Mais il n'y a pas eu de cas humains. Et puis il y a eu des inoculations expérimentales qui ont confirmé la sensibilité des singes. Mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de transmission à des humains et on peut considérer que les singes, en tant que primates, sont comme les humains des victimes, tout simplement. Alors, donc là, du coup, il faut quand même essayer maintenant de retracer la maladie dans son milieu naturel, tel qu'on l'a connu. Et en fait, les premiers cas humains datent de 1970, hein, c'est beaucoup plus récent. Ce n'est que donc 12 ans après ce premier épisode qu'on a découvert quelle était la source réelle du virus monkeypox. Donc, vous voyez que, en fait, à peu près simultanément, on a vu apparaître des cas à la fois en République démocratique du Congo et au Nigeria, avec des cas qui sont apparus aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais ça restait extrêmement limité. Et puis, deuxième phase, on voit qu'en République démocratique du Congo, ça a tendance à s'amplifier, avec une atteinte dans les pays limitrophes. Et d'ailleurs, c'est anecdotique, mais le Cameroun est un pays dans lequel on a à la fois le clade 1 et le clade 2, contrairement à la majorité des autres pays. Et en fait, cette augmentation, et là vous voyez qu'on est vraiment au cœur du One Health, elle coïncide avec deux événements. Le premier qui est le début de la destruction des forêts primaires et donc un début d'emprise accrue des humains sur les territoires, ce qui signifie qu'une augmentation d'interface et des risques de contamination humaine à partir d'animaux sauvages. Et la deuxième, c'est le début de l'arrêt de la vaccination antivariolique. Ça, c'est très important. Ah, c'est fondamental. Et donc, on a l'exemple inverse de ce qui s'est passé avec le MPOX. Ce qui montre bien que pour des raisons de pathologie humaine, d'arrêter éventuellement la vaccination, c'était justement parce qu'on ne considérait pas un cadre plus large que maintenant on voit qui est celui de One Health, c'est-à-dire par rapport à l'extérieur en définitive. Alors en plus, on pense que à la fois il y avait une protection croisée qui est très classique pour les orthopox, puisque virus la vaccine, virus, voilà, c'est vraiment avec Jenner, ça a été l'un des premiers cas de One Health empirique. Mais l'autre raison, c'est que très probablement ce qu'on prenait pour des cas de variole, pour certains des cas, étaient probablement des cas de monkeypox qu'on n'avait pas identifiés comme tels. Donc là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'à cette échelle, ce stade, on était encore dans une transmission zoonotique qui était exclusive ou majoritaire, mais en tout cas, le premier cas index humain était toujours de source animale. Et ensuite, ce qui a été identifié après, c'est qu'il y avait au maximum 6 à 7 cycles de transmission interhumaine, puis une extinction. Alors, vous voyez que j'avais évoqué le fait que ça disparaissait apparemment de l'Afrique de l'Ouest.
alors que ça s'étendait dans l'Afrique centrale. Et en fait, ce qu'on observe, et ça c'est le début d'un tournant, c'est que ça explose en République démocratique du Congo avec les phénomènes qu'on a évoqués, c'est-à-dire là, il y a une amplification de la destruction des forêts primaires et en même temps, donc l'augmentation des contacts humains et faune sauvage, en même temps qu'il y a une explosion démographique, une très forte urbanisation, et il y a aussi une couverture vaccinale qui se dégrade de plus en plus. Et un intérêt des métaux lourds, de recherche, de déforestation, particulièrement important. Et aussi, dans certaines zones, un début de guerre, quoi. Donc ça, forcément, c'est pas... Voilà. Alors, on voit augmenter les cas humains qu'on attribue tous quasiment à une source zoonotique pour tous ceux qui ont fait l'objet d'une recherche. Et puis, on voit apparaître, ça c'est nouveau, des cas urbains, qui, pour le moment, ne semblent pas forcément avoir, enfin, ne semblent pas être liés à, semble être liés, oui, à une transmission interhumaine, mais pas une transmission sexuelle, pas forcément. Alors, notamment, il y a pas mal de cas familiaux. Alors, enfin, familiaux avec des transmissions aux enfants, aux grands-parents, enfin, etc. Alors, en 2003, là, il y a quelque chose qui se passe qui est totalement hors de ce focus-là, qui est le premier foyer de transmission zoonotique hors d'Afrique. Je vous ai évoqué ce cas-là lorsque j'ai parlé du rat de Gambie. Alors, ce fameux Chrysétome des savanes, en fait, il fait partie d'un lot d'animaux importés d'Afrique par les États-Unis le 9 avril 2003. Et ça peut sembler bizarre quand les Américains interdisent l'importation de fromages français non pasteurisés, mais en fait, ces animaux-là étaient considérés comme des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, et donc ils étaient introduits aux États-Unis. Ils étaient mélangés avec des animaux de compagnie américains, notamment un sciuridé. Donc vous voyez, on retrouve la sensibilité des sciuridés, c'est-à-dire de la famille des écureuils, comme en Afrique, et qui à la fois est un animal sauvage, mais est également un NAC qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Nouvel animal de compagnie. Voilà. Didier Boussary parle tout le temps de NAC, donc c'est important de dire ce qu'est le NAC. Exactement. Et il se trouve qu'en fait, dans la plupart des cas, ce sont des chiens de prairie contaminés par des chrysétomes des savanes avec lesquels ils avaient été mélangés dans des animaleries qui vendaient ces animaux-là et qui ont contaminé les nouveaux propriétaires qui les acquéraient. Et vous voyez ici, on voit tout le processus d'entrée des animaux infectés à partir d'Afrique, le mélange avec, bien sûr, le relais qui est assuré par les chiens de prairie qui se sont avérés extrêmement sensibles. Et vous voyez qu'on a abouti à 72 cas humains confirmés ou suspects dans un nombre d'États qui était quand même impressionnant. Alors évidemment, là, les États-Unis s'en sont émus, enfin les fédéraux s'en sont émus, et donc il y a eu toute une action pour éliminer les animaux, traiter les patients, et ça s'est arrêté là. Voilà. Donc ça a été la première incursion extra-africaine de ce virus-là, et ça semblait anecdotique. Et puis, en fait, là, on arrive, vous voyez qu'on se rapproche de l'épisode, puisqu'on arrive à partir de 2010 et jusqu'à la période 2019, où là, non seulement il y a une explosion en Afrique centrale, vous voyez qu'en République démocratique du Congo, sur cette période-là, il y a eu près de 19 000 cas déclarés, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus en réalité. Et en plus, on voit réapparaître une épidémie au Nigeria. Et là, on a dans les deux pays ces processus d'urbanisation, des cas liés à la promiscuité, et bien sûr la couverture vaccinale est quasiment, enfin, elle a disparu, quoi. Il y en a, si ce n'est les personnes âgées. Et évidemment, seuls eux, ils ont le souvenir de la vaccination antivariolique. Alors, cette émergence au Nigeria, elle peut sembler à peu près anecdotique quand on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais en réalité, c'est les prémices de quelque chose qui va nous concerner de très près en Europe. Et
là, dans les deux cas, on voit que la transmission interhumaine, elle est devenue très supérieure à la transmission zoonotique, même si celle-ci, elle est présente au début. Et là, en 2018-2019, apparaissent les premiers cas humains sporadiques hors d'Afrique. Moi, je me souviens, il y avait des cas qui apparaissaient ça et là dans les alertes que je recevais. Et vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Hein. Donc, il y en a notamment en Israël, en Asie du Sud-Est, un cas à chaque fois, et il y en a 4 au Royaume-Uni. Et dans tous les cas, l'élément commun, c'est des voyages de personnes qui sont parties du Nigeria, et non pas de République démocratique du Congo, heureusement d'ailleurs, parce que c'est plus pathogène, et qui ont exporté les cas. Mais vous voyez, il reste sporadique. Il ne semble pas qu'il y ait de risque de transmission soutenue. Et pendant ce temps, en Afrique, il y a une poursuite de l'extension des foyers urbains, et on voit apparaître des cas avec des lésions génitales. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut sembler... c'est un signal les signaux s'amplifient de plus en plus. Et c'est voilà. Quelque chose de très récent, donc. Ah ben complètement. Alors, mais par contre, justement, on va attendre un peu pour voir, parce qu'on a essayé ensuite de tracer rétrospectivement le moment où il s'est passé quelque chose qui a conduit à ce qu'on a observé aujourd'hui. Alors, en mai 2022, on a les premiers foyers épidémiques hors d'Afrique, puisque les premiers, là, ils étaient sporadiques. Et donc, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. C'est exactement ce qui apparaît. Et donc, entre mai et juin, on a un début, une augmentation importante des cas. Ça concerne quand même 29 pays. Et petit à petit, ce sont d'autres continents qui sont concernés. Alors, on voit apparaître des lésions génitales, un lien potentiel avec des événements festifs, c'est le début de l'été, fin du printemps, début de l'été. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu des mutations avec des adaptations aux humains? Et ça, c'est un point qu'on pourra aborder. Et ce qui est très important, c'est que là, il y a une stricte transmission interhumaine et on ne voit rien qui puisse laisser sous-entendre qu'il y a une infection animale de quelque nature que ce soit, jusqu'au moment où, donc le 23 juillet 2022, l'OMS décrète l'urgence de santé publique de portée internationale. On voit qu'il y a un glissement temporel de l'Europe vers l'Amérique, et l'incidence cumulée en Amérique du Nord devient très supérieure à celle des autres régions du monde. Voilà, donc là, je passe la parole à David. Ok, merci. Donc, oui, c'est bien clair, et ça fait très plaisir, et ça pose problème. D'ailleurs, on peut voir par rapport aux cartes que c'est autant les régions francophones qu'anglophones. Et ça m'apparaît important parce qu'on parlait de concept tout à l'heure, de la manière dont on réfléchit même la médecine, ou sûrement le côté vétérinaire, ça doit sûrement être différent. Ça montre bien que l'ignorance était complète. David. Voilà, c'est là où on va rentrer dans notre épidémie, telle qu'on l'a connue ici, dans les pays développés. Et la France a été touchée assez rapidement. Les premiers pays, je crois que c'était le Portugal et l'Espagne, parce qu'il y avait des rassemblements festifs à Lisbonne, à Barcelone aussi. Et on va voir que la maladie est devenue quelque chose de complètement différent de ce qui se passe en Afrique. Et que c'est devenu une infection sexuellement transmissible. Ça, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va aussi raconter cette histoire qu'est-ce qui se passe, quoi. Je veux dire, pourquoi cette maladie qu'on appelait variole du singe devient une infection sexuellement transmissible. Je profite de vous deux comme présents. Est-ce qu'on peut dire là qu'il y aurait eu mutation à ce moment-là? Il faut attendre la suite. On faut attendre la suite, d'accord. Il y a du suspense. Sauf que je ne suis pas sûre. Vous verrez, vous ne serez pas... Alors, voilà, ça c'est une IST. Bon, je vous montrerai les arguments pour dire que c'est une maladie de transmission sexuelle aujourd'hui, la maladie qu'on observe depuis 2022. Donc on en est à environ 100 000 cas. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur toute la planète. Tous les continents sont touchés. Et bon, alors heureusement, sur ces 94 000 cas déclarés, il y a eu beaucoup d'autres cas
non déclarés, non diagnostiqués. Heureusement, une mortalité très faible, heureusement. On ne décompte que 178 décès, donc on va dire grosso modo 1 pour 1000. C'est heureusement une maladie certes impressionnante, mais pas d'une gravité ou d'une mortalité trop importante. Et on verra que la majorité des cas ayant entraîné le décès, c'était chez des personnes avec déficit immunitaire, au premier rang desquelles des personnes infectées par le VIH avec malheureusement un statut immunovirologique très mauvais. Et c'est eux qui ont payé le prix de leur vie de cette infection par le Mpox. Alors, ça, c'est évidemment extrêmement important de voir cette flambée épidémique incroyable. Moi qui m'occupe donc le réseau Ville Hôpital, il s'occupe de VIH et d'infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est mon rayon. Bon, la transmission, par exemple, le VIH, est-ce que c'est une zoonose ? On sait que c'est venu des singes d'Afrique, que ça atteint l'homme, et puis ensuite, cette maladie, le sida, c'est une maladie humaine. C'est pas une maladie du singe africain qui a l'air de vivre en bonne intelligence avec les virus simiens, mais l'arrivée du virus simien chez l'homme a provoqué cette épidémie extraordinaire qui continue évidemment aujourd'hui. Mais en fait, on peut dire que c'est une maladie d'origine zoonotique, voilà. Comme d'ailleurs le Covid-19, on pourra en rediscuter. Mais effectivement, au départ, il y a eu une transmission, il y a eu plusieurs transmissions d'ailleurs, parce que ce sont à chaque fois des épisodes qui font que c'est les essais-erreurs, et puis à un moment donné, ça passe, ça finit par passer. Il y a eu probablement plusieurs transmissions, puisqu'à la base, il y avait au moins deux virus, puisqu'il y avait le HIV1, le HIV2, qui venaient pas des mêmes espèces de singes d'ailleurs. Hein. L'un c'était des chimpanzés probablement, et l'autre c'est pas trop mon domaine. Et l'autre c'était, il y avait le gibbon, hein, il me semble. Enfin bref, c'est pas trop mon domaine, mais en tout cas, c'est clair que au départ, ça a été un virus animal, mais qui s'est totalement adapté aux humains. Donc oui, après, il y a des évolutions génétiques qui font qu'il s'adapte aux humains. Alors, il reste capable d'infecter, là, en l'occurrence, des singes, mais naturellement, est-ce que ce serait le cas ? Il vaut mieux pas le tester, quoi. Voilà, donc moi, ça me fait vraiment raisonner, quoi, l'épidémie de sida, qui continue aujourd'hui. C'est vrai, quand on parle des 100 000 cas de monkeypox, de Mpox, il faut voir que chaque année, malheureusement, on a plus d'1 million de nouvelles contaminations par le VIH. Donc c'est une épidémie bien plus importante qui entraîne bien plus de morts, mais qui est passée complètement maintenant au deuxième plan, parce que comme il y a la trithérapie, on sait qu'on meurt plus, en tout cas en France, de l'épidémie, enfin du VIH, mais ça reste une maladie sexuellement transmissible épidémique, très importante à l'échelle de la planète, et c'est vrai que c'est l'occasion d'en reparler. Et mortel. Et mortel, bien sûr. Il n'y a pas de traitement. Et mortel si c'est pas traité, si c'est pas dépisté. Alors c'est une épidémie comme ça, très très rapide. On a déjà vu ça avec d'autres virus, hein, notamment dans la population homosexuelle. Une épidémie de ce type, ça me rappelle tout à fait l'épidémie, par exemple, d'hépatite A, qu'il y a eu en 2018. On a vu en 2018 des cas d'hépatite A, un virus, hein, qui se sont répandus, mais comme une traînée de poudre dans la population homosexuelle et sur toute la planète. Et on verra, si on traçait la courbe de cette d'épidémie d'hépatite A de 2018, elle aurait pratiquement la même forme, oui, que cette courbe de l'épidémie de monkeypox. Et pareil, qu'est-ce qu'on voit là ? On peut penser que c'est complètement éteint, mais pas du tout. C'est vrai que cette épidémie n'est pas éteinte. Donc le point d'interrogation qu'on a mis est totalement justifié. Il reste des cas groupés de Mpox en France, par exemple, et dans d'autres pays comme la Thaïlande, avec des cas assez nombreux, groupés. Donc le virus n'a pas disparu hors d'Afrique,
et il reste un virus à transmission interhumaine. Là, il n'y a plus du tout d'écureuil, on n'a plus besoin de lui. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'épidémie, certes, elle est sous contrôlée, bien sûr, mais elle ne demande qu'à repartir. Comme l'épidémie d'hépatite A de 2018, qui est survenue parce qu'on avait moins de vaccins contre l'hépatite A. Normalement, il y a une recommandation de vacciner contre l'hépatite A les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et ce vaccin a été peu disponible pendant quelques temps et il a suffi de ça pour que la couverture vaccinale soit insuffisante chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et ça a donné cette épidémie de 2018. On a refabriqué du vaccin et maintenant on a à nouveau une bonne couverture vaccinale contre l'hépatite A. Et donc j'espère que ça évitera une nouvelle épidémie. C'est vrai que pour la variole, le Mpox, c'est évident que le fait d'avoir arrêté la vaccination en 1980 dans les pays développés fait que la population des jeunes n'est pas du tout protégée contre la variole. Donc elle est parfaitement... Ça veut dire, ce que tu es en train de raconter, c'est que, comment dire, on contient de telles épidémies, c'est important, on les contient, on les surveille. Du moins, on va être obligé désormais de fonctionner de cette manière avec beaucoup de vigilance. Tout à fait. Ou même pour l'hépatite B. Heureusement qu'on vaccine contre l'hépatite B largement. Parce que si on n'avait pas de vaccination contre l'hépatite B, on aurait une épidémie très importante. Quand on voit les conditions actuelles de la sexualité, notamment chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, si on n'avait pas une bonne couverture, elle n'est pas de 100%, mais si on n'avait pas cette bonne couverture contre l'hépatite B, on aurait des milliers et des milliers et des milliers de cas d'hépatite B aiguë et d'hépatite B chronique et de décès par hépatite fulminante. Morbidité et mortalité. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est un point très important. Alors, moi, je peux parler que de ce que je connais, malheureusement. C'est une très belle expérience. Et donc, au mois de mai 2022, on entendait des cas, c'était très très sporadique, et puis on se disait rien d'ailleurs. Sauf que moi, je consulte, et puis je vois le 2 juin un patient que je connais bien, qui est un patient qui a pas mal de partenaires occasionnels, ça on peut le dire. Et qui a déjà eu un certain nombre d'infections sexuellement transmissibles, notamment de gonocoque anal, pharyngée, une syphilis. Et quand il vient me voir à la consultation le 2 juin, il me dit qu'il a eu un rapport sexuel avec 2 partenaires quelques jours plus tôt, 5 jours plus tôt. Et il vient parce qu'il a beaucoup de fièvre, une pharyngite, donc des douleurs pharyngées très importantes avec des grosses adénopathies, et des douleurs anales très très importantes. Et comme on commençait à parler de Mpox, j'ai bien regardé. Il avait une toute petite lésion cutanée, ça ressemblait à rien du tout. Au niveau du visage. Alors je l'interroge bien, je lui dis vous êtes sûr que vos 2 partenaires n'avaient pas de boutons? Parce que Mpox égale bouton. La variole, c'est des boutons. Bon, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et là, ce patient, évidemment, le fait qu'il ait une pharyngite et des douleurs anales, on a tout de suite fait des PCR chlamydia, gonocoque au niveau pharyngé, au niveau anal, voir s'il était porteur de ça, qui étaient plus, qui sont des IST classiques, on va dire. Et puis c'était négatif. Donc le lendemain, comme je lui ai demandé, est-ce que les partenaires avaient des boutons? Il m'a dit non. Il m'a dit non, il n'y avait pas de boutons. Mais le lendemain, l'un des 2 partenaires lui envoie une photo de ses organes génitaux avec des multiples lésions qui étaient apparues. Alors là, on s'est dit, ça, c'est la variole. Et donc, on a adressé tout de suite ce patient à Bichat, comme il n'avait pas de lésion cutanée, le diagnostic a été fait sur le prélèvement pharyngé. Il avait une PCR positive à Mpox.
Et donc ça, bon, il y a la photo donc de la fameuse organe génital du partenaire, hein, c'est la photo qu'il lui avait envoyée, qu'il m'a ensuite envoyée. Effectivement, c'était une éruption. Et donc on était le 2 juin, il y avait déjà une trentaine de cas de déclarés de cette maladie Mpox. Voilà. Et donc ce qu'on a fait, on a fait une publication, parce que c'est vrai que ce qui nous paraissait très important de signaler, c'est que, à l'évidence, l'atteinte pharyngée et anale, ça évoquait la transmission sexuelle. On savait déjà que les cas, les 30 cas qui avaient été rapportés étaient à 95% des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, et ce qui était intéressant, c'est qu'une symptomatologie d'urétrite ou d'anorexite ou de pharyngite, même s'il y avait pratiquement aucun bouton, ça devait faire penser au Mpox. Et donc, pour nous, il y avait déjà un changement de paradigme. Le monkeypox était une maladie sexuellement transmissible avec une atteinte des organes utilisés par la sexualité chez les hommes. Donc, c'est vrai que ce qui est très, très particulier dans cette épidémie depuis 2022, c'est que ça touche, on va dire, à plus de 90%, donc, des HSH, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et c'est pas le HSH qui vit en couple stable. Non, c'est surtout des personnes initialement, c'était des personnes ayant de nombreux partenaires occasionnels. C'est chez eux que se sont trouvés les premiers cas, notamment ceux qui revenaient de fêtes à Barcelone ou à Lisbonne. Et vous avez le sida déjà? Alors, on va voir qu'il y avait tout. Il y avait des personnes séropositives, il y avait des personnes aussi qu'on appelle sous PrEP, donc le traitement préventif de l'infection VIH. Donc, il restait bien sûr une éruption cutanée qui évidemment amène à évoquer le diagnostic, mais cette éruption peut être limitée, voire même pratiquement absente. Et lorsqu'elle est présente, cette éruption cutanée, elle va prédominer sur les parties génitales. L'atteinte pharyngée et l'atteinte anale douloureuse est due à la présence du virus, à ce niveau-là, avec des ulcérations extrêmement douloureuses. Et il y avait des signes généraux très fréquents, une fièvre vraiment élevée, c'était du 39-40, comme des douleurs musculaires, donc des adénopathies cervicales importantes, des adénopathies aussi inguinales. Et ces signes généraux pouvaient précéder l'éruption de 1 à 2 jours. Moi, mon patient, là, n'a jamais eu de bouton, à part cette petite ulcération. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au même moment, on décrivait, notamment, j'ai vu ça avec Robin Baudouin, qui est ORL, à Foch. Il prenait des gardes, il en prend toujours, je crois, aux urgences ORL de Lariboisière. Et qu'est-ce qu'ils observaient à Lariboisière, aux urgences? Des jeunes qui venaient avec des angines extrêmement inflammatoires, extrêmement douloureuses, avec des grosses adénopathies. Et les ORL ne comprenaient pas ce que c'était que cette épidémie comme ça d'angines très, très symptomatique chez des jeunes garçons. Eh ben, c'était l'épidémie de Mpox avec une localisation pharyngée prédominante, voire même exclusive. Et on en a vu plusieurs cas, bien sûr, aussi à Foch. Et c'est vrai que ça nous a permis de décrire cette localisation exclusive pharyngée de la maladie. Donc ça venait évidemment renforcer le caractère d'infection sexuellement transmissible. Extrêmement douloureux. C'est l'atteinte anale et l'atteinte pharyngée très douloureuse. Alors, bon, les lésions cutanées, comment est-ce qu'elles vont évoluer? Donc, c'est intéressant de voir qu'au début, c'est des pustules, et puis il va y avoir cette phase de pustules ulcérées qui est assez caractéristique, là. Je sais pas si on... Ah non, voilà, avec en cible. C'est des lésions qui, à partir de 5-6 jours, deviennent comme ça des lésions en cible qui sont assez caractéristiques.
Voilà, ça, quand on voit ça, et puis des lésions d'âge différents, parce qu'il peut y avoir plusieurs poussées qui peuvent survenir. Voilà. Mais encore une fois, donc il y a ces signes cutanés, les signes généraux qui peuvent être présents très fréquemment, et l'atteinte d'organes pharyngés, anales, ou même aussi des urétrites, bien sûr, qui peuvent exister. Voilà. C'est-à-dire au bout de 14 jours, ça guérit? Oui, heureusement. Mais le patient qui est porteur, il continue à être une bombe. Alors, en quelque sorte. Les lésions cutanées, effectivement, contiennent du virus. Donc, tant qu'il y a des croûtes qui tombent, il y a la possibilité de contaminer. Sinon, effectivement, la guérison survient spontanément en 2 à 4 semaines, heureusement. Au niveau pharyngé, au niveau anal, voilà, tout guérit, exactement. Hein. Alors que, on l'a dit, dans l'épidémie africaine, notamment du clade 1 en République du Congo, on a une mortalité de 10%. Hein, donc là, non, dans cette épidémie de clade 2, telle qu'on l'observe dans les pays développés, là, en 2022, on a 1 pour 1000 de mortalité. Et donc, il n'y a en général pas de traitement nécessaire parce que ça va guérir spontanément. On a besoin d'un traitement uniquement dans les formes graves chez des patients immunodéprimés, hospitalisés avec des lésions très sévères, pharyngées, avec des lésions anales aussi très sévères, avec des lésions cutanées très importantes. Et là, il faut utiliser un traitement qui s'appelle le tecovirimat. Mais moi, dans mon expérience, heureusement, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Alors, comment accueillir ces personnes? C'est vrai que au mois de juin, donc début juin, moi j'étais assez impressionné par ce que j'avais vu, et les directives qui étaient données initialement, c'était bien sûr, comme c'est un virus très contagieux, d'adresser les patients uniquement dans les centres spécialisés. Mais moi, je me rendais bien compte que les patients, ils n'allaient pas spontanément dans les centres spécialisés, ils pouvaient arriver à n'importe quelle consultation. Notamment, ce patient était venu à ma consultation, parce que je le soignais depuis des années pour une infection VIH et des IST. Donc, voilà. Et on devait s'attendre à pouvoir accueillir des patients en consultation de maladies infectieuses, en consultation SIDA, et peut-être aussi aux urgences des différents hôpitaux. Et bien sûr que le problème de la contagiosité était un souci extrême. Hein, c'est vrai que on a retrouvé, on n'avait pas perdu les bons réflexes du Covid. Donc on portait facilement le masque, on se lavait facilement, on était encore bien dans la protection de maladies transmissibles. Heureusement qu'on avait ça. Donc ça n'a pas été trop dur pour nous de se remettre en situation donc de se protéger soi-même, bien sûr, pour éviter d'être contaminé. Parce qu'effectivement, la contamination, c'est toutes les lésions cutanées, et même les croûtes, tout ça peut transmettre la maladie. Dans l'air, comme on a dit, non, il n'y a pas vraiment c'est pas comme le Covid, heureusement, parce que là, on n'en serait pas là. Il n'y a pas de gouttelettes. Il peut y avoir par l'air, effectivement, des petites particules de peau contaminées qui peuvent... Mais bon, ici, je pense qu'en se lavant les mains, après, on va éliminer tout ça. Voilà. Alors, donc, les protections, évidemment, étaient très importantes à prendre. On nous a dit au début, contact et air, donc le port de masque, etc. Et puis... il fallait pouvoir être habillé. Enfin, c'était quand même assez important. Et initialement, on nous a dit il faut appeler le 15 pour transférer les malades à Bichat ou à la Pitié-Salpêtrière. Mais en fait, très très rapidement, ces centres ont été débordés parce qu'il y avait vraiment une épidémie. Il y avait 10 malades, 20 malades par jour qui arrivaient dans ces centres. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça, c'est très important pour qu'on puisse suivre une épidémie. Donc tout ça a été bien fait très vite. Tout de suite, on a dit déclaration obligatoire, appelez le 15, envoyez dans les centres spécialisés, protection, etc., etc. Très important.
Et bien sûr aussi un isolement strict pendant une période de 3 semaines. Les patients, si on leur disait c'est le monkeypox, on faisait un prélèvement pour prouver cette maladie et c'était 3 semaines à la maison. C'est pas rien. On traitait les douleurs quand même. Oui, bien sûr, oui, quand même. Oui. Parce que ça devait être pendant 3 semaines, voilà, d'autant plus isolé, ça ne devait pas être très simple. Non, c'était pas... D'où les précautions dont tu disais, heureusement qu'il restait de la Covid, justement de manière à ce qu'il n'y ait pas de contagiosité. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'en 2022... Pourquoi il y a eu cette épidémie en 2022 ? C'est vrai que les gens sortaient du Covid. Tu vois, ils sortaient du Covid, notamment pendant 2020 à 2022, il y a eu très peu de voyages, il y a eu très peu de rencontres, il y a eu très peu de gay pride, il y a eu très peu d'occasions de faire la fête. Et c'est vrai que 2022, ça y est, on voyait la fin du Covid et les garçons, parce que c'est beaucoup des garçons, se sont remis à faire la fête et à voyager et et à se sentir libérés de la crainte du Covid. Je pense que c'est ça aussi qui a été le starter de cette épidémie de monkeypox. Et heureusement, donc très vite, effectivement, il y a eu la possibilité de vacciner les sujets contacts. Donc, quand on trouvait un patient avec le monkeypox, on lui demandait s'il avait eu des partenaires et de prévenir ses partenaires pour qu'ils puissent être vaccinés le plus rapidement possible pour éviter qu'ils développent la maladie. Et puis, on a vacciné le personnel de santé. C'est vrai que la première chose qu'on a fait entre nous, c'est se vacciner les uns les autres pour ceux que, Alors, je me suis pas piqué moi-même, mais je piquais mes collègues et mes collègues m'ont piqué. Enfin, voilà, on a fait ça tout de suite. Parce qu'on avait vraiment peur. Avec consentement. Ah oui. De manière à ce que s'il te plaît, fais-moi le vaccin. Soit présente. Oui. Alors, du coup, la question qui se posait, c'était pourquoi il y avait eu cette émergence. Alors, d'un point de vue des facteurs de risque, David a évoqué la sortie du Covid, mais en même temps, est-ce que ça suffisait ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait ou pas un lignage particulier ou un clade particulier de virus ? Et en fait, vous avez ici la carte du monde et en même temps, à gauche, vous avez ici les lignages, les clades, excusez-moi, et voyez qu'en fait, on voit en bas le clade 1 qui correspond au clade de République démocratique du Congo, et ici, on voit le clade 2 qui a émergé au Nigeria, et qui, en fait, s'est décomposé en 2 sous-clades. Donc, vous avez le sous-clade 2A, qui est, en fait, un sous-clade qui est resté un petit peu sur place. Alors, on voit bien sûr qu'il apparaît ici, mais parce que c'est un élément totalement rétrospectif, et donc on inclut l'épisode 2003. Et vous avez ici le clade 2B, dont vous voyez et qui lui, a des caractéristiques particulières dont je vais reparler, mais qui, à un moment donné, s'est beaucoup diversifié et qui a donné ici ce lignage-là qui correspond au lignage qui a émergé et qui a donné comme lignage épidémique. Alors et qui a donné tout ce qui a été décrit par David. Alors, justement, on le représente ici de façon schématique à gauche. Et vous voyez qu'ici, si on essaye de les comparer, on voit que, donc, il y a le clade 1, République démocratique du Congo, le clade 2 Nigeria, avec les 2 sous-clades 2A et 2B d'émergence récente. Et si on essaye de les comparer, on voit qu'en fait, en ce qui concerne le clade 1 et le sous-clade 2A, qui est resté nigérian, il reste zoonotique, donc avec des cas secondaires de transmission interhumaine, mais qui sont très limités, alors que pour le sous-clade 2B, qui a émergé donc récemment, lui, on voit qu'il y a cette fameuse transmission interhumaine stricte et plus du tout d'histoire de transmission animale. Et quand on regarde les populations humaines surtout affectées, on constate qu'elles sont différentes entre le sous-clade 2B et les autres, puisque le 1 et le 2A, qui ont une source
essentiellement zoonotiques, eh bien, on voit que c'est surtout des enfants et des jeunes adultes, ce qui est assez logique, puisque les vieux, enfin les personnes plus âgées, eux bénéficiaient déjà de la protection antivariolique. Et on voit que 50% d'entre eux ont entre 0 et 17 ans, alors que dans le cas du 2B, on constate que ce sont des adultes mâles de 20 à 50 ans. Néanmoins, au Nigeria, on constate qu'il reste 27% de cas féminins. Donc, même s'il y a une transmission sexuelle, elle affecte les femmes aussi. Alors, est-ce qu'il y a des particularités génomiques? Aucune, a priori, pour le 1 et le 2A. En revanche, dans le cas du 2B, on constate ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un pourcentage très élevé de mutations. Et donc, la question qui suit, c'est quelles sont ces mutations, d'une part, et est-ce qu'elles ont précédé ou pas l'adaptation à la transmission interhumaine? Alors, s'intéresser aux mutations, c'est assez révélateur, puisqu'on constate que, en fait, elles sont présentes sur une bonne partie du génome du 2A, mais qu'en fait, elles ont été induites non pas de façon aléatoire par des mutations naturelles du virus, mais en fait, elles ont été induites par une protéine humaine. Et cette protéine humaine, c'est ApoBec3, qui a un nom très compliqué, puisqu'il s'agit de l'apolipoprotéine B mRNA Editing Enzyme, catalytique polypeptide 3, et qui, en fait, c'est une protéine de l'hôte humain, qui est surexprimée chez les humains seulement. En d'autres termes, elle est présente chez les animaux, c'est-à-dire on peut la rencontrer notamment chez les rongeurs, chez les sciuridés, chez d'autres espèces domestiques ou sauvages, mais il n'y a que chez les humains que cette protéine, en fait le gène est dupliqué et la protéine est surexprimée. Donc in fine, en fait, c'est cette protéine-là qui induit ces mutations sur le génome du virus, du monkeypox, ce qui signifie qu'en fait, ces mutations sont la signature d'un switch qui correspondait à une transmission interhumaine. Et si je m'exprime autrement, c'est la transmission interhumaine qui induit les mutations et non pas l'inverse, c'est-à-dire ça n'est pas les mutations qui ont induit la capacité d'adaptation à une transmission interhumaine. Donc, donc ces mutations ont Ça veut dire que ce sont les pratiques sexuelles en particulier. Alors sexuelles ou pas au départ, oui, mais en tout cas c'est qui ont pu éventuellement amener qu'à un moment cette protéine mute. Ah non, c'est-à-dire que la protéine, elle préexistait c'est une protéine humaine. Donc c'est elle qui a induit les mutations sur le génome viral. Et je vais l'expliquer un tout petit peu après, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué a priori. Avant d'en parler, ces mutations induites par la protéine humaine ApoBec3 sur le génome du virus monkeypox, c'est un marqueur temporel. C'est-à-dire que plus le virus est passé d'humain à humain, par voie sexuelle ou pas, au départ pas forcément sexuelle, et plus ces mutations se sont multipliées sur le génome du virus. Ce qui signifie que ça a permis de dater le début de la transmission interhumaine du virus. Et on la situe à peu près à septembre 2015, avec un intervalle de confiance entre août 2014 et juin 2016. Donc, vous voyez qu'en fait, au départ, il y a eu une transmission interhumaine qui a été probablement induite par l'urbanisation du virus, par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation des interfaces et donc des cas de transmission zoonotique vers les humains, qui ont facilité à un moment donné la transmission, l'émergence de mutants à transmission interhumaine, mais qui en particulier ont fait de ce virus une cible d'ApoBec3 qui est une protéine humaine. C'est-à-dire que plus il passait chez des humains et plus il était susceptible de muter parce qu'il y avait beaucoup d'exemplaires d'ApoBec3. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, ensuite, la question qui s'est posée, c'est où ces mutations sont-elles apparues? Est-ce qu'elles sont apparues en Europe, ou enfin en tout cas hors d'Afrique, ou est-ce qu'elles étaient déjà apparues en Afrique? Et en fait, on peut situer en Afrique
l'émergence très probable de ces mutants à transmission interhumaine à début février 2016. Et finalement, l'historique épidémiologique montre qu'il y avait des transmissions interhumaines qui étaient survenues en République démocratique du Congo, d'une part, mais surtout au Nigeria, entre juin 2015 et septembre 2016. Et on peut se demander si c'est pas ça qui a fait que le virus est devenu visible au Nigeria. Et alors, en plus, récemment, il y a eu un séquençage de souches qui avait émergé au Nigeria entre 2017 et 2022 et qui a montré qu'en effet, petit à petit, vous le voyez à droite, il y a eu une émergence de souches qui avaient de plus en plus de ces mutations induites par ApoBec3. Alors, du coup, il est temps de se poser la question de ce que c'est que ce ApoBec3, parce que et ApoBec3, c'est une protéine humaine qui a un effet antiviral. Donc, il est logique qu'elle attaque le génome viral, qu'elle induise des mutations. Et vous voyez qu'en fait, ce que fait cette protéine ApoBec3, elle entraîne un changement de dinucléotide. En l'occurrence, c'est les TC qui deviennent TT ou le complément inverse GA qui devient AA. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces mutations, elles se sont vraiment multipliées chez le clade 2B, puisque 85% à peu près des mutations ponctuelles qu'on observe sur le génome de ce virus, sur les SNP donc, eh bien, sont ces mutations-là. Donc ça veut dire que ça coïncide avec une transmission interhumaine très active de ce virus. Et ce sont des changements non aléatoires. Quand vous voyez qu'à droite, normalement, les cibles de cette protéine, elles sont présentes sur tout le génome, notamment dans des zones codantes, et où les mutations en question, si elles surviennent, ne sont pas synonymes, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner une modification du virus, et on constate qu'en fait, les mutations non synonymes, elles sont réduites dans le cas précis de ce virus, alors que les mutations synonymes, c'est-à-dire celles qui ne changent rien à l'activité, enfin à la structure ou à l'activité des protéines virales, eh bien, elles sont au contraire favorisées, ainsi que les mutations intergéniques, qui, elles, n'ont aucun impact. Donc, ça signifie que le virus, finalement, les mutants ceux qui étaient altérés, ils ont disparu, probablement, alors que les mutants qui n'étaient pas affectés par ces mutations, eux, ont été sélectionnés, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte du fitness viral. Et finalement, ça veut dire que le virus a détourné, s'est arrangé pour gérer l'effet supposément antiviral de la protéine, pour qu'il ne l'affecte pas a priori. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que certaines des mutations induites par ApoBec3 ont correspondu à des mutations adaptatives pour la transmission interhumaine, c'est-à-dire avec un effet donc paradoxal d'ApoBec3, puisqu'elle est supposée avoir un effet antiviral. En réalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire que je suis désolée à ce jour, il n'y a pas de réponse à cette question. Donc le mystère reste entier sur les mécanismes qui, dès le départ ou ensuite dans la phase d'expansion de l'épidémie et de la pandémie, ont pu contribuer à une augmentation de l'efficacité de la transmission interhumaine. Donc c'est simplement un marqueur, finalement, d'une adaptation à la transmission interhumaine. Voilà. Et donc, la question suivante, c'est quand ce lignage a-t-il émergé en Europe? Alors là encore, on a daté, grâce au suivi de ce sous-clade, et on voit qu'apparaît un lignage particulier de ce sous-clade qui a été appelé B1, et qui est le lignage pandémique. On le date à début 2022. Il a la même filiation que les variants dont je vous avais parlé, les souches qui étaient apparues au Royaume-Uni, en Israël et à Singapour, qui étaient, tout à fait sporadiques, avec un taux de substitution là, de ces mutations énorme pour un virus normal, monkeypox, mais ça permet de dire une chose, c'est qu'il y a eu un retard à la détection du démarrage de l'épidémie en Europe, vu qu'on date son émergence à début 2022. Alors, est-ce qu'il y a eu des signaux qu'on n'a pas vus? On ne sait pas, mais en tout cas,
le moment où on l'a dépisté, c'était déjà trop tard, on était déjà dans la phase épidémique. Alors, comment s'est réalisée la diffusion par continent et dans le monde de la fameuse souche B1 ? Donc, en fait, on réalise que ça s'est fait, d'après toutes les simulations qui ont été faites et toutes les observations, à partir d'un petit nombre de souches et d'un petit nombre d'introductions, notamment les souches qui sont parties d'Europe, qui sont allées aux États-Unis. En fait, ce sont les premières souches qui ont été introduites, qui ont fait souche, si j'ose dire, et il y a eu un rôle très mineur des réintroductions intercontinentales ultérieures. Et surtout, on constate qu'il y a une très forte hétérogénéité dans la diffusion en fonction des individus. Et à partir du moment où on avait un contrôle très efficace de l'émergence, des cas secondaires, eh bien, on a vu que tous les cas de transmission connus étaient dus à seulement 28 à 35% des individus. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des individus qui entraînaient une diffusion majeure, et ça revient à ce que disait David, c'est-à-dire le rôle majeur de pratiques sexuelles à haut risque. Voilà. En plus non connues et non informées. Voilà, surtout au début, ce qui fait que... C'est sûr que, voilà, dans les IST, voilà, qui sont en pleine épidémie, hein, les IST au point de vue global. Donc j'ai dit le VIH, il y a plus d'1 million de cas de transmission sexuelle par an. Mais quand on regarde la syphilis, le gonocoque, le chlamydia, il y a aussi des millions et des millions de contaminations annuelles. Et là où les choses sont particulièrement sensibles, c'est dans la population des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, avec évidemment le rôle majeur des partenaires occasionnels. Évidemment, le développement de tout ce qui est application de rencontres, parce que bon, trouver un partenaire occasionnel, c'est difficile, surtout à nos âges. Pour un jeune avec un smartphone, oui. Trouver un partenaire sexuel occasionnel, c'est extrêmement facile. Et beaucoup. Voilà, et beaucoup. Bien sûr. Donc c'est vrai que Internet joue un rôle très important dans la facilité de trouver des partenaires sexuels, notamment dans la population homosexuelle. Et ce qui a aussi un petit peu été le starter, c'est aussi par exemple la PrEP. La PrEP, donc le traitement préventif de l'infection VIH, fait que aujourd'hui, l'utilisation du préservatif est en chute libre. Ouais. Hein, c'est vrai qu'on ne meurt plus du sida, donc la maladie n'existe plus, donc on n'a plus peur. On sait, et depuis longtemps, que lorsque le virus est indétectable, il n'y a plus de transmission. Donc dans la population des HSH, on a une baisse de l'utilisation du préservatif. Et par exemple, si on cherche un partenaire sexuel sur une application de rencontre, je ne vais pas faire de publicité, eh bien la plupart des partenaires qu'on va pouvoir se connecter vont dire « Ah ben moi, je suis sous traitement préventif et la sexualité, je la fais sans protection ». Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pèse lourdement dans l'augmentation des risques d'IST et dans la propagation possible, par exemple, de ce fameux Mpox. Et il y a aussi d'autres facteurs qui sont extrêmement inquiétants dans la sexualité, notamment des HSH, c'est l'utilisation de produits. Aujourd'hui, on a le chemsex. Le chemsex, c'est la sexualité, donc en général initiée par une application de rencontre, et où on va utiliser aussi des psychotropes différents. Alors ça peut être la cocaïne, l'ecstasy ou des nouvelles drogues de synthèse. Et ça s'est beaucoup développé ces dernières années, amenant à une augmentation du nombre de partenaires. C'est-à-dire que quand on prend un produit très fortement désinhibant, euphorisant, c'est pas un partenaire qu'on va chercher, c'est 2, 3, 4, 5, 10 partenaires dans la soirée.
Donc ça aussi, c'est un facteur qui est des dernières années comme ça et qui pèse lourdement dans le risque d'augmenter fortement le nombre de partenaires, d'arrêter de se protéger. Et c'est pour ça qu'on est là, dans les années 2024, dans des années de très haut risque d'épidémie d'IST et voire l'apparition de peut-être d'autres maladies. Alors pour ce multi-partenariat, c'est quelque chose qui est en plein boom. Hein, le sexe en groupe aussi se développe avec, par exemple, sur Paris, sur Londres, sur Barcelone, des soirées où on va consommer des drogues et où on va consommer du sexe en quantité importante. Hein. Et ça, pour le Mpox, ça a été le paradis du Mpox. Là. Est-ce qu'il n'y en a plus actuellement? Alors, c'est vrai que quand ce Mpox est arrivé, là, au mois de juin, juillet, quand on a commencé à en parler, les gens ont eu très peur. Parce que dans la communauté, les gens ont dit « Waouh, c'est terriblement douloureux, et puis on va avoir des boutons. » Enfin bref, très vite, on va voir que ça a fait chuter l'activité sexuelle. On aurait pu avoir une action plus rapide encore si on était intervenu plus vite pour sensibiliser la population gay. Mais bien sûr que ça a eu un rôle très très important pour freiner les choses. Alors, ce freinage, c'est un coup de frein. Après, ça repart. C'est comme le Covid, hein, en 2020, ça s'est accompagné d'une grande réduction aussi des rencontres interindividuelles, notamment des rencontres sexuelles. Mais bon, l'effet du Covid, au bout d'un an ou deux, ça s'est élevé. Là, ce qu'on voit aussi, l'effet de freinage brutal du Mpox qu'on a vu au mois d'août, juillet-août, c'est vraiment là, la communauté gay était très inquiète et avait vraiment auto-limité de façon très notable sa consommation de sexualité. Aujourd'hui, avril 2024, cet effet a disparu. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une information particulièrement développée. On va en reparler. C'est vrai que le multipartenariat, c'est la source de l'épidémie. Ça, c'est clair qu'une personne gay qui est en couple stable, elle n'a pas été touchée par le Mpox. Et le facteur de transmission aussi, c'est la charge virale, qui peut être extrêmement importante chez les individus avec des lésions importantes, des symptômes importants. Ils ont des réplications virales extrêmement fortes. Est-ce que pour autant, la plupart ont été amenés à se faire vacciner? Oui, on va voir ça. Nous, on est parti pour durer 2 heures. Hein. Oui, mais on a le temps là, parce que réellement l'exposé est particulièrement intéressant. Donc, juste à Foch, je reprends l'histoire, c'est comment on allait pouvoir accueillir les patients. C'était comme on voyait qu'ils arrivaient en consultation, on voulait pas qu'ils aillent n'importe où. On voulait canaliser, éviter aussi les risques de transmission qu'il y aurait pu y avoir dans la salle d'attente ou dans un lieu de prélèvement où il y aurait eu un peu de promiscuité. Donc, on a informé, bien sûr, le SAU, les urgences gynéco, et on a évité que les patients aillent au laboratoire à l'étage -1, parce que c'est là où tous les patients de l'hôpital sont prélevés, les greffés, les diabétiques, les dialysés, etc. On a voulu évidemment flécher un accès direct et éviter le passage au laboratoire général, donc au centre de prélèvement. Donc on les a orientés vers la consultation du réseau ville-hôpital. Et donc dans le box de consultation, c'est nous, moi et mes collègues, qui prélevions les lésions cutanées ou les prélèvements pharyngés, et on envoyait à l'extérieur à Bichat, parce qu'on n'a pas pu mettre la biologie à Foch. On prélevait à Foch, mais on envoyait à l'extérieur à Bichat. Et je dois dire qu'à Bichat, ils travaillaient jour et nuit
pour donner les résultats. Ça, ils ont vraiment... C'est un laboratoire qui a été extrêmement sollicité pour faire ces diagnostics et ils ont tenu le coup. Alors là, c'est juste une histoire un peu fauchienne, mais qui me paraît importante. C'est que les premiers cas comme ça de Mpox dans la population gay, il y a eu la crainte d'une stigmatisation. Alors, l'ONU-SIDA a fait un communiqué de presse en disant attention, d'abord monkeypox, c'est pas gentil pour les singes, c'est vrai. Ils n'avaient rien fait, les singes. Et puis, il faut pas non plus stigmatiser la population des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, alors qu'on voyait bien que les cas, pratiquement tous, étaient gays. Et donc, pendant un mois, il y a eu un mois un peu d'inertie. C'est vrai que pendant un mois, on a perdu du temps. Parce qu'on ne voulait pas stigmatiser la population gay, alors que c'était évident. Et donc, là, les autorités françaises ont dit oui, il ne faut pas stigmatiser. Tout le monde disait il ne faut pas stigmatiser. Moi-même, je le dis, il ne faut pas stigmatiser. Mais bien, il faut en même temps désigner. C'est là où on a fait. Absolument. On a fait une réunion d'urgence du groupe de réflexion éthique de Foch. Et merci Christian, d'animer cela. Parce que moi, je me disais, mais c'est pas possible. D'accord, faut pas stigmatiser, mais il faut quand même faire quelque chose, parce que sinon, ça va pas être la fête. Donc, on s'est réunis le 13 juin. On a donné les informations sur ce qu'on commençait à voir, donc des cas de transmission chez les gays. On a parlé du fait que la Gay Pride arrivait, ainsi que de nombreuses occasions de transmission pendant l'été. Et qu'il fallait certainement se faire quelque chose, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une épidémie d'IST qui était très floride et que la communauté n'était pas informée et que voilà, on allait quand même à la catastrophe. Surtout que les pouvoirs publics étaient un peu dans, à ne pas stigmatiser. Mais nous, on avait envie de dire non, il faut prévenir, il faut agir. Donc on se posait la question, est-ce qu'on doit aller plus vite que Santé Publique France, qui prend son temps, les sociétés savantes aussi étaient là, n'avaient pas encore pris de décision d'information. Et nous, on a décidé d'informer nos patients. Parce que, on suit des centaines et des centaines de personnes vivant avec le VIH et de personnes qui prennent la PrEP aussi, on les suit. Et donc, ça faisait plusieurs centaines de personnes à fort risque de contracter le monkeypox si on faisait rien. Donc on a réfléchi, on a dit oui, il faut agir. Merci Christian d'avoir permis ça. Comme quoi l'éthique sert à quelque chose. Tout à fait, parce que... L'éthique clinique, je parle, ouais. C'est-à-dire sur les pratiques, bien entendu, et non pas une éthique théorique où Platon serait intervenu, on ne sait comment. En tout cas, le 13 juin, on a pu prévenir les patients à risque, que cette maladie... était là et qu'elle risquait de les toucher et qu'on leur a dit qu'il fallait effectivement réduire la sexualité avec des partenaires occasionnels et on leur a posé des questions sur le vaccin parce qu'on savait que le vaccin contre la variole était disponible mais il y avait des stocks très limités parce que le vaccin antivariolique c'était uniquement l'armée qui avait ce vaccin, comme on a gardé les souches de variole pour la guerre bactériologique, donc on a des stocks uniquement de l'armée, et on leur a demandé, on sait que ce vaccin sera utile, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on a pu informer et déjà tester un peu le souhait des personnes d'être vaccinées contre le monkeypox, enfin contre la variole, en sachant que déjà on sortait tout juste des polémiques de la vaccination Covid. Donc on savait qu'il allait falloir faire un certain travail de motivation. Alors qu'est-ce qu'on a vu à l'hôpital pendant cette période de juin à août ? 24 cas, 24 diagnostics, donc 22 hommes et 2 femmes. On voit bien que c'est une maladie essentiellement à transmission chez les gays. C'était beaucoup des gays qui étaient suivis avec une infection VIH déjà. Les autres étaient des gays séronégatifs mais sous PrEP, donc prenant un traitement préventif. Il y avait 4 gays qui n'étaient pas ni VIH ni sous PrEP, et on a eu quand même 3 cas chez des hétérosexuels et 1 cas indéterminé.
Et puis c'est vrai que l'épidémie, les 2 derniers cas qu'on a vus, c'est incroyable, ça a été 2 jeunes femmes de 17 ans qui habitaient à 500 mètres l'une de l'autre. On n'a pas réussi à savoir si elles se connaissaient, mais elles sont venues à 24 heures d'intervalle aux urgences gynéco de l'hôpital Foch avec des lésions épouvantables. Et moi, quand j'ai vu ça, mais c'était vraiment... j'ai cru que c'était un tournant de cette épidémie. Donc là, malheureusement, ça montre les lésions génitales extrêmement douloureuses. Ces 2 jeunes femmes étaient vraiment extrêmement douloureuses. C'était très, très dur. Et on a pu prélever, bien sûr, et établir le diagnostic d'infection par le Mpox chez 2 jeunes femmes vivant à 500 mètres de distance et ayant partagé probablement le même partenaire sexuel qui était un jeune homme de 18 ans. Bon. Et donc, moi, quand on a vu ça, tout de suite, j'ai interrogé les collègues des hôpitaux environnement. Est-ce qu'il y a d'autres cas ? Heureusement, il n'y a pas eu d'autres cas. J'ai prévenu, bien sûr, l'ARS pour leur dire, attention, on a 2 cas là, de transmission hétérosexuelle. Bon, et heureusement, avec le recul, il n'y a pas eu d'autres cas, mais il y a un potentiel. Hein, parce que si c'est une maladie qui développe... une transmission hétérosexuelle, on passait une autre échelle. Ouais, voilà. Heureusement, il n'y a pas eu... Ça a peut-être été une impasse chez ces 2 jeunes filles qui, évidemment, n'ont pas contaminé d'autres personnes, étant donné qu'elles avaient des lésions extrêmement sévères et qu'elles n'ont... Ouais, c'est très, très difficile. Donc, pour la vaccination, on a interrogé très tôt nos patients, dès le mois de juin. On s'est fait vacciner réciproquement, donc c'est qui nous, donc moi, Erwan Fourne, Catherine Magerolles et Robin Boudouin. On s'est tous vaccinés. Moi, donc je suis né avant 1980, donc j'avais déjà eu des doses de vaccination. Ma maman m'avait vacciné, donc c'était juste une dose de rappel. Parce que la vaccination antivariolique, chez les personnes qui n'ont jamais été vaccinées, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle. Alors que chez les personnes ayant eu une dose dans l'enfance, on va se contenter d'1 dose de rappel. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette vaccination ? Eh bien, nous, ici, à Foch, et ensuite à Foch, la Défense, on a administré 1130 doses. Donc, il y a eu une bonne demande. Beaucoup de gens sont venus nous voir. On n'a pas un chiffre national très précis. On sait qu'il y a eu 130 000 doses injectées jusqu'à mars 2023. Mais on ne sait pas exactement le nombre de personnes, parce que comme on peut avoir 2 doses, on ne sait pas non plus si c'est que des gays ou si c'est aussi les personnels de santé. Mais enfin voilà, ça donne quand même une certaine image. 130 000 doses, c'est un effort vaccinal conséquent. Donc ça a certainement joué un rôle, hein, parce qu'on estime comme ça la population... gays avec partenaires occasionnels, multiples, etc., à environ 200 000. C'est une estimation, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de compte précis. Donc, 130 000 doses, on a touché quand même beaucoup de la population qui devait être protégée. Est-ce que vous avez été aidé par le CRIPS, par toutes les... est-ce que ça s'est fait de manière institutionnelle ou est-ce que ça se fait On a été aidé par Jacques L'Église. Oui, il nous a aidés. C'est lui qui nous a, qui a fait les dossiers. Enfin, Jacques L'Église, Sylvie Escalon, la direction. Alertant l'HAS. Oui, bien sûr. C'est des stocks qui sont fournis par l'ARS. Enfin, tout ça est très réglementé avec l'armée et tout ça. Enfin, tout à fait, oui, ça a été très bien fait. Hein. Les ARS ont très bien réagi et ont fait un énorme effort pour constituer des stocks. C'est important de dire, parce que souvent, on a beaucoup de critiques sur la manière... Tout à fait. Moi, la seule critique que je fais, ce sera sur le fait que pendant 1 mois... La fameuse stigmatisation, ça nous a empêché... Mais elle était même internationale, comme tu l'as présenté là. C'est vrai. Donc on a beaucoup vacciné. On a interrogé nos patients
On a fait quelques articles sur, par exemple, sur est-ce qu'ils étaient confiants, est-ce qu'ils voulaient être vaccinés contre la variole. Initialement, comme on sortait du Covid, il y avait quand même un tiers des patients qui disaient, ça c'était au mois de juin, on les a interrogés très tôt, oh bof, on n'est pas... Et puis en fait, juillet, août, avec tous ces cas, une épidémie quand même très, très importante en Île-de-France, beaucoup de gens ont accepté la vaccination. Et quand on a regardé ceux qui avaient été effectivement vaccinés, on était à plus de 80% de la population non gay séropositive pour le VIH qui a accepté la vaccination, qu'on a vacciné nous-mêmes. Et le principal motif de refus de la vaccination, c'était ceux qui nous disaient « Oh oui, d'accord, je suis gay, mais là, je me suis arrêté. » Donc c'était ceux qui n'avaient pas de partenaire. Ils ont jugé qu'ils n'allaient pas reprendre de risques sur le plan sexuel et que dans ce cas-là, ils ne voyaient pas l'intérêt d'être vaccinés. Et ils ont eu tout à fait raison. Les sages. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a pu jouer dans le contrôle ? Parce que c'est vrai que l'épidémie, très brutale, et elle a disparu très vite. Elle n'a pas disparu complètement, elle s'est atténuée très rapidement. Certainement, parce que d'après ce qui a été dit tout à l'heure, elle circule toujours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a les braises sous la cendre qui sont là. En tout cas, ce qui a fait diminuer très vite, c'est la crainte. C'est vrai que voilà, les gays avaient très très peur de cette maladie, à juste titre, puisqu'elle est très 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 brutale et très très visible par ses boutons lorsqu'on en a sur le visage, parce qu'elle est très douloureuse dans les atteintes pharyngées. Donc ça, il y a eu une crainte très importante. Cette crainte a amené énormément de gays à être vaccinés. Alors, je dis gays, il y a eu quelques hétérosexuels à partenaires multiples, quelques femmes, mais très 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 peu. Peut-être 1 ou 2% comme ça de personnes hétérosexuelles à partenaires multiples qui sont venues. C'est très majoritairement la population homosexuelle qui s'est sentie à risque d'être atteinte d'une maladie très 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 douloureuse. Et donc avec une couverture vaccinale, oui, très bonne, je crois qu'on peut dire, c'est jamais 100%, mais en tout cas, on a relevé le niveau d'immunité contre la variole à un certain niveau qui peut-être évitera de revivre une grande épidémie comme ça. Une grande épidémie comme ça, je pense qu'on ne la revivra pas, parce qu'on a maintenant un taux d'immunisation lié à la vaccination qui est assez bon. On a aussi une immunisation par la maladie elle-même. C'est vrai que, comme il y a eu pas mal de personnes touchées, tous ceux qui étaient très très partenaires multiples, ils ont été contaminés beaucoup. Il y a eu des formes non diagnostiquées, très peu apparentes, notamment dans les angines. Beaucoup de cas de ces angines n'ont pas été étiquetés. Voilà, oui. Puis il y a eu des formes effectivement mineures avec 2-3 petits boutons qui ont été négligés, qui ne sont pas comptabilisés dans l'épidémiologie française, mais qui sont certainement. Donc je pense qu'on ne connaîtra plus une flambée épidémique comme ça, ou pas avant quelques années, parce qu'il faudra qu'il y ait peut-être... Et pour moi, ça me paraît important de continuer à vacciner la population gay. Ça me paraît important. Alors qu'on n'en parle plus. On ne parle plus du tout du risque monkeypox. Je crois que les braises sont sous la cendre et que si on ne maintient pas un niveau d'immunisation important, un jour ou l'autre, on aura à nouveau une flambée épidémique. Est-ce qu'il y a une information qui est faite plus particulièrement ou... Non, on ne parle plus du tout de ce problème. On n'en parle plus. Non, on n'en parle plus. C'est dommage. Le vaccin est toujours disponible, on en a. On a chaque semaine 2, 3, 4 personnes qui viennent se faire vacciner. Bon, tant mieux. Et, par exemple, les nouveaux patients qui viennent chercher la PrEP, je leur explique que très bien, ils vont élargir leur vie sexuelle, ils vont être amenés à prendre plus de risques, parce que s'ils viennent prendre la PrEP, c'est que ils veulent moins se protéger. Je leur dis, soyez vaccinés, bien sûr, contre l'hépatite B, contre l'hépatite A, contre le papillomavirus et contre la variole.
Donc pour nous, ça fait partie de... Oui, là, assez largement, ceux qui... oui, tout à fait. Donc on a toujours cette offre de vaccination qui se fait. Ah, oui, allez, très bien. Alors là, du coup, on élargit à d'autres contrées. En fait, il y a une étude très récente qui date de début 2024 qui essaye d'étudier ce qui a conduit à la limitation de l'épidémie en Amérique du Nord. Alors là, on est sur un modèle qui est un petit peu différent. Déjà, ce qu'ils mettent en avant, néanmoins, mais ça c'est valable pour les deux cas, c'est une forte augmentation de l'efficacité, de la précocité de la détection, ce qui fait que de ce fait, ça limite les cas secondaires. Et eux, ils ont essayé d'évaluer quelle était la part de la modification des comportements versus la vaccination. Et ils n'avaient pas été aussi efficaces qu'à Foch, ça va de soi, ils n'avaient pas David. Et puis, non, et d'une façon générale, ils n'avaient pas été aussi efficaces que... En France, en tout cas, en termes de couverture vaccinale. Il n'avait pas David Dugman. Mais voilà, c'est exactement. Voilà, on résume. Parce qu'en fait, au moment où l'amorce de la fin de l'épidémie a été visible, il n'y avait là-bas que 10% des individus à haut risque qui étaient vaccinés. Or, donc ça, c'est la courbe théorique de disparition associée à l'augmentation de la couverture vaccinale. Et vous voyez que là, on est même qu'à 30%. Et vous voyez que la courbe réelle, elle est là. C'est-à-dire que la courbe réelle, elle s'est infléchie beaucoup plus vite en termes de RT, qui est l'équivalent un peu du R0, mais avec un effort vaccinal. Et vous voyez que ça ne correspond pas du tout. Donc, pour eux, ils ont considéré que c'est de la modification des comportements au sein de ces populations qui a joué un rôle prédominant. Alors, ce qui est un petit peu dommage, et il en a un petit peu parlé, David, c'est que, en fait, désolé, ça recouvre, mais ils n'ont pas pris en compte l'immunisation naturelle des populations à haut risque, parce que très probablement que ça a dû jouer. À partir du moment où on avait des partenaires multiples, certains étaient malades, d'autres moins malades, etc. Et très probablement que ça a dû jouer dans cette couverture immunitaire. Mais malheureusement, ça n'est pas du tout documenté. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on associe vaccination, modification des comportements, donc communication tous azimuts auprès des personnes, et en prenant en compte l'immunisation déjà acquise des populations déjà infectées lors de cet épisode, on peut espérer qu'il y ait une certaine maîtrise. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est donc ce qui correspond à la fin de notre présentation, c'est est-ce que tout danger est écarté? Alors, il y a évidemment, moi je suis vétérinaire, donc forcément, il fallait que j'aborde une question qui nous avait été posée nous en tant qu'experts de l'ANSES, voilà. Et en fait, est-ce que les animaux d'Europe peuvent être infectés et servir soit d'hôtes de liaison, donc vers d'autres humains, par exemple, soit, et ça ce serait le scénario catastrophe, est-ce qu'il pourrait y avoir constitution d'un réservoir animal? Et à ce moment-là, et ça c'était des questions qu'on s'était posées, bien sûr, avant qu'on ait connaissance des évolutions génétiques du virus. Donc c'était tout à fait au début, en 2022, et donc il y avait évidemment la question de l'émission par des humains, cette condition était remplie, du début à la fin des signes cliniques. La question de la transmission à des animaux qui était évidemment matériellement possible, plus ou moins facile, selon que c'était des animaux de compagnie, des animaux de production ou des animaux sauvages, mais elle est possible. Et enfin, est-ce que l'infection des animaux est possible? Potentiellement oui, surtout qu'à la base, c'était un virus animal. Alors, la question se posait pour les espèces autochtones. Alors, évidemment, puisque c'était le clade 2B est humanisé, on peut le considérer comme humanisé, avec tous les marqueurs qu'il a, notamment ApoBec 3, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment possible qu'il y ait cette transmission. Avec deux volets différents, la transmission aux animaux de compagnie, et là, alors, ce qu'il faut que j'évoque, c'est quand même qu'il y a eu une publication que beaucoup connaissent, qui est la publication du Lancet, qui est une publication française, qui parlait de la mise en évidence d'une transmission d'humain à chien.
Et en fait, c'était une petite levrette d'Italie. C'était indiqué comme chihuahua dans l'article, mais en réalité, c'est une levrette d'Italie. Et vous voyez ici les lésions qu'a présenté cette petite chienne, à la fois sur la partie abdominale et puis sur la partie là au niveau de l'anus. Alors, en fait, ce qui était ennuyeux, c'est que l'article affirmait cette transmission. Et en réalité, il y avait des lacunes, puisque le CT, donc ils avaient indiqué qu'ils avaient observé de l'ADN viral à partir des lésions du chien. Mais en fait, le CT n'était pas indiqué et il n'y avait aucune information véritable concernant la réalité de l'infection au niveau systémique. Et donc nous, on a été appelés, on a rencontré le docteur Seang, qui est une clinicienne de ville et qui suivait le maître de cette petite chienne, qui a été extrêmement collaboratif. Il nous a tout raconté sur l'historique, etc. Il nous a indiqué que cette petite chienne était très peureuse et que donc elle avait l'habitude de venir dormir contre sa cuisse. Et en fait, il avait des lésions sur la cuisse. Et donc, on peut tout à fait imaginer une transmission passive. En fait, nous, on a fait des prélèvements secondaires, puisqu'il y avait eu d'abord les prélèvements qui ont conduit à la publication. À la fois alors les lésions, il y en avait quasiment plus, donc il fallait pas s'étonner qu'il n'y ait plus rien. Mais on a été informé que le CT était de 35, ce qui est vraiment plus que limite par rapport à la positivité. Donc la réalité de la positivité n'était pas évidente, notamment avec un virus qui est supposé se multiplier de façon très active, ou pour lequel, s'il y a une multiplication virale, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plein. Donc là, c'était assez compliqué. Et on a fait une sérologie. On a fait faire une sérologie à partir du sang de cette petite chienne. Et en fait, il n'y avait aucune trace d'anticorps. Donc, ça pose vraiment la question de la réalité de cette infection. Et en fait, en réalité, il n'y en a pas. Alors, on a eu écho d'un cas peut-être potentiel au Brésil, mais chez un très jeune chiot. Malheureusement, il n'y a pas eu de publication à la clé. On a juste discuté avec la personne qui avait mis en évidence ce cas potentiel. Ce qui pourrait rendre crédible ce processus, c'est que c'était un très très jeune chiot, donc potentiellement plus sensible. Mais en fait, entre-temps, il y a eu en tout cas pour cet article, il a été contesté. Alors ensuite, les animaux sauvages, ce serait beaucoup plus problématique, parce que imaginons que notamment ça puisse atteindre des sciuridés, c'est-à-dire des écureuils, et les écureuils étant réservoirs en Afrique, la question pourrait vraiment se poser de savoir s'ils pourraient devenir réservoirs. Alors, par le biais de l'environnement, on a fait une étude assez poussée qui montrait que la transmission indirecte était vraiment plus qu'improbable. En revanche, peut se poser la question du nourrissage à la main. Et cette question, elle peut se poser notamment avec les écureuils. Alors, les écureuils roux, non. La réponse est non. Ce sont des animaux qui sont trop sauvages. Mais les écureuils gris, c'est tout à fait possible. Ce sont des animaux qui se nourrissent, qui acceptent d'être nourris par les humains. A priori, la probabilité est nulle en France, mais le problème, c'est que c'est une espèce invasive. Et donc, vous voyez ici qu'elle a complètement remplacé dans plein de zones les écureuils roux. Elle les a complètement chassés dans une grande partie de l'Angleterre. Et en Italie, il y a un premier foyer d'expansion et qui est vraiment très très problématique, surtout qu'il n'est pas très loin de la France. Et donc, évidemment, ça conduit à des écrits un peu alarmistes sur le fait que l'écureuil gris allait envahir la France. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la zone italienne où cet écureuil gris a commencé à supplanter l'écureuil roux, il y a eu une action extrêmement vigoureuse. Je ne sais pas si elle est efficace, mais en tout cas de décision d'éliminer complètement l'écureuil gris. Donc, en tout cas, il faudrait que ce soit des moyens doux, ce qui n'est pas
tout à fait le cas. Mais c'est vrai que c'est une espèce très très invasive et qui, de par sa cohabitation sa promiscuité avec les humains, pourrait poser problème. Si tant est qu'il puisse y avoir des contacts avec des patients, des personnes atteintes de lésions qui exprimant le virus. Je vais dire une chose bête, excusez-moi, c'est mon rôle. Si tout le monde était vacciné, il n'y aurait pas eu besoin d'une telle éradication. Parmi les humains, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, mais voilà, après, ça dépasse de mon cadre. Vous avez dit que c'était très utopique. Mais voilà. Donc, la deuxième crainte, c'est que on a parlé du lignage B1, et en fait, quand vous regardez la carte phylogénétique, vous constatez que à côté du B1 qui se situe ici sur cette carte, il y a plein de lignages issus du clade 2B qui ont émergé et qui, pour certains d'entre eux, sont associés à des épisodes épidémiques locaux. Là, vous voyez ici, on a tous les lignages qui sont rattachés à B, et en tout cas au clade de 2B, et qui ont donné des foyers dans certaines parties du monde. Et la problématique qui se pose, c'est que, en fait, certains de ces foyers épidémiques mais limités se situent dans des zones du monde qui n'ont pas de système de surveillance, qui n'ont pas de vaccination. Qui sont précaires. Et qui sont précaires, voilà. Donc, rien ne permet d'exclure qu'il puisse y avoir éventuellement des nouvelles éclosions à partir de ces zones, et notamment à partir de certaines de ces zones où se pratiquent éventuellement des commerces sexuels qui ne sont pas contrôlés. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça signifie qu'il faut accroître la vigilance. Et enfin, le dernier point, c'est potentiellement le risque d'émergence de lignages humanisés à partir du clade 1. Sachant que ce clade 1, il est beaucoup plus virulent que le clade 2. Donc là, on voit à l'heure actuelle une accélération des cas de monkeypox et de leur diffusion géographique au sein de la République démocratique du Congo. Les chiffres, il y a un article récent qui montre qu'entre 2005 et 2015, il y avait à peu près 1000 cas par an, ce qui était déjà pas mal. Aujourd'hui, en 2023, en l'année 2023, il y a eu 1000 cas par mois. Et vous voyez l'évolution du nombre de cas suspects, c'est-à-dire en gros de cas avérés en réalité. On est passé de 3 000 en 2021 à plus de 13 000 en 2023. On sait qu'en plus l'incidence réelle est fortement sous-estimée. Et vous voyez ici le nombre de provinces de RDC avec des cas confirmés de Mpox. C'est quasiment la quasi-totalité. Il y en a 17 sur 25 en 2023. Et vous voyez que cet article, il est vraiment très récent. Alors, la source initiale reste zoonotique. Il est clair qu'il y a une transmission interhumaine accrue. Je n'ai pas pu avoir d'informations sur... Interhumaine, vous dites. Ah oui, ça c'est documenté. Qui dit interhumaine ne signifie pas forcément sexuelle, mais en tout cas interhumaine, oui. Après, est-ce que il y a une augmentation, il y a la présence de certains marqueurs qui sont associés ou pas aux marqueurs que je vous ai évoqués et dont certains pourraient être des marqueurs de virulence accrue chez les humains. Pour le moment, moi, j'ai pas vu de données génétiques à ce sujet, mais ce qui est clair, c'est que si jamais ce virus suivait le même processus que le clade 2, eh bien là, il y aurait de quoi s'inquiéter parce qu'il est, en tout cas dans son état actuel, beaucoup plus virulent que le clade 1. Donc ça veut dire que là aussi, il faut rester vigilant, notamment par rapport à des éventuelles émergences à partir d'Afrique. Est-ce qu'au niveau l'ONU, SIDA et tout l'ONU, etc., les instances internationales, pourquoi ne prennent-ils pas en définitive des travaux de santé publique pour une vaccination contre la variole
de ces populations-là, ou au moins des personnes à risque? Alors, je ne peux pas répondre, peut-être que David répondra beaucoup mieux que moi. Est-ce que c'est en train de se faire en ce moment? Parce que non. Marquer, accroître la vigilance. On est en plus dans des pays où le repérage n'est peut-être pas si facile que ça, en définitive. Les auteurs de cet article pointent vraiment de façon très claire le fait qu'il y a une très forte sous-estimation du nombre de cas déclarés. Après, le problème, c'est que la RDC, c'est une zone où, vous savez, il y a beaucoup de conflits. C'est une zone pas facile du tout. Il y a aussi des problèmes auxquels on peut être confronté et auxquels on avait été confronté avec l'émergence de l'Ebola. C'est la méfiance, et pour d'autres vaccins aussi, la méfiance vis-à-vis des vaccins. Donc, quand il y a eu des soignants qui ont été agressés, voire tués dans certains cas, parce que ils allaient pour faire des campagnes vaccinales. Là, on voit dans certaines zones, et notamment en RDC, ce que je voyais récemment, c'est qu'il y a aussi, on voit un petit peu une émergence de la polio. C'est quand même pas génial. Donc, maladie strictement humaine, mais ça montre bien qu'il y a un vrai problème déjà vis-à-vis du contrôle, mais potentiellement aussi vis-à-vis de la vaccination, parce que la polio, c'est la vaccination. Alors, en plus, il y a une souche vaccinale, il y a 2 souches qui circulent, dont une souche vaccinale, ce qui n'est pas de nature à rassurer les gens par rapport à l'utilisation de la vaccination. Donc, je ne sais pas ce que pourrait faire l'ONU-SIDA ou d'autres instances vis-à-vis de la vaccination là-bas, mais voilà. Des politiques de santé publique. Oui, l'OMS prendra les décisions. C'est vrai. On attend que les cas arrivent. Oui, tu vois, mais quand Ebola arrive avec une mortalité effroyable, voilà, il faut agir. Là, ils sont peut-être devant, ils surveillent, enfin, en tout cas, ils sont en alerte, bien sûr. La gravité est quand même, heureusement, plus faible qu'Ebola. Bien sûr que c'est sous surveillance. Et à l'évidence, quand on a un vaccin disponible, ils seront alertés le moment venu, je pense. Il y a une grande... le One Health, heureusement, c'est dans les mains de gens qui sont compétents et qui surveillent cette situation comme le lait sur le feu. C'est vrai qu'il y a là, quand on lit Lancet, chaque semaine, il y a des informations supplémentaires, et je pense qu'à un moment donné, bien sûr que l'OMS prendra ses responsabilités. En tout cas, vous voyez comme quoi le signal est donné. Je tiens à vous remercier tous les deux, car j'avais voulu que ce soit une conversation. En fait, cela a été une conversation entre 2 disciplines. On est dans l'interdisciplinarité, et on voit bien l'intérêt et les questions même que ça peut poser, et qui débordent totalement leurs 2 disciplines. D'ailleurs, on l'a bien vu, puisqu'on arrive très rapidement à la géopolitique et à la santé publique internationale. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux, parce que la compréhension, moi qui ne connaissais pas obligatoirement bien le sujet, je suppose qu'au niveau des étudiants, elle est parfaite. Et surtout, elle pose, ce que j'essayais de dire, le problème du modèle, c'est-à-dire le modèle de vigilance que vous posez là, c'est-à-dire le questionnement qui doit être celui de nos disciplines, de nos facultés et de nos politiques de santé. Je rappelle peut-être pour la fois prochaine, pour les étudiants, que nous avons rendez-vous le 25 mai à la faculté, à l'UVSQ, à la faculté de médecine Simone Veil, et que nous avons 2 réunions. La première de 15h à 17h avec le docteur Uli Amar, que tu connais bien, qui s'occupe de toute la recherche clinique au niveau de l'hôpital Foch, le docteur Francis Desbroff, qui est membre de l'Académie vétérinaire de France, et le docteur Henri Cortoste-Clé, qui fait partie de ce laboratoire et qui coordonne ce cycle de Vision One Health.
Et tout ce beau monde étant rassemblé pour parler des données de santé, comment on est passé d'une médecine humaine peut-être à une médecine de données de santé. La deuxième conférence, elle, sera de 19h à 19h, 17h à 19h, avec comme thème « Financer les systèmes de santé ». C'est presque d'actualité, c'est d'actualité actuellement, puisqu'il y a même des grèves qui sont prévues, des hôpitaux, même privés, et donc surtout la protection envers les plus faibles, c'est-à-dire le problème de l'accès aux soins. Nous demandons à un économiste, le docteur Frédéric Bizard, qui est professeur de macroéconomie à l'École supérieure de commerce de Paris, et le docteur Guillaume Lermy, qui est vétérinaire, qui lui aussi a énormément travaillé, et en particulier sur les pénuries, les choses comme cela. Tout ceci se trouve à l'amphithéâtre 1 de l'UVSQ, et bien entendu, pour tous ceux qui n'auraient pas éventuellement validé jusqu'à maintenant les 2 rencontres One Health que l'on leur a demandé, eh bien, ils auront la possibilité de les valider. Nous les attendons avec impatience. Merci beaucoup. À bientôt encore une fois. Merci à vous deux, parce que vous avez fait vivre One Health. Vous avez fait vivre One Health. C'est grâce à vous.